2018 et qui a été retenu en fait dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet Partenariat européen d'innovation, donc PEI. Le PEI, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un dispositif de soutien à des projets innovants et collaboratifs sur le territoire, des projets qui touchent à l'agriculture, mais aussi à la foresterie. Et on soutient en fait deux types de projets, des projets qu'on appelle émergence. Donc en fait, c'est soutenir pendant un an toute la phase d'émergence du projet, précision, recherche de partenaires, ainsi que les phases de fonctionnement du projet. Donc là, quand on est vraiment dans le dur du projet, et c'est un soutien qui peut être pluriannuel. Le PEI, c'est plus qu'un dispositif de soutien, c'est également un réseau européen donc, qui vise à mettre en contact tous les projets soutenus à travers l'Europe de ce type, mais également de mettre en contact ces projets de terrain avec des projets plus gros de recherche sur la politique de la recherche et à créer du lien et des échanges entre toutes ces personnes. Et le lien qu'on a avec le réseau rural, c'est que au niveau national, c'est le réseau rural qui en fait est chargé d'animer le PEI, donc au niveau français. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, le dispositif soutient une vingtaine de projets innovants et c'est des projets qui sont vraiment très différents puisque l'objectif c'est de ne pas restreindre ce qu'on soutient et les projets qui arrivent sur le territoire. Le projet rare, donc on l'a soutenu dans sa phase d'émergence pour le moment et il devrait déposer pour sa phase de fonctionnement. Mais je vais laisser Camille vous présenter ça plus dans les détails. Avant ça, je voudrais remercier donc le réseau rural Bourgogne-Franche-Comté pour nous avoir invités à participer en fait à cette webconférence et nous permettre de faire connaître cette initiative. Cette conférence, elle poursuit un cycle de webconférences qui est à l'initiative de Cap Rural et du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes et qui est organisé donc en partenariat avec plusieurs réseaux ruraux régionaux, ce qui nous permet en fait de faire découvrir des travaux et des projets dans différents territoires. Donc la webconférence, elle va durer 1 heure, donc jusqu'à midi. Dans la première demi-heure, on va avoir Camille qui va nous présenter son projet. Je vais vous demander de ne pas couper Camille durant sa présentation et de faire en fait remonter vos questions via le chat, donc qui est sur la droite en dessous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire pendant la présentation, mais uniquement par chat. Et ensuite, on consacrera la deuxième demi-heure en fait à répondre à toutes les questions et à répondre à toutes les questions via le chat. Et voilà. Vous pourrez aussi également rester un peu après la webconférence qui termine à midi, mais vous pourrez rester jusqu'à 12h30 pour donner vos impressions ou alors continuer à échanger sur le projet par chat en fait. Voilà. Et donc je laisse la parole à Camille qui va vous présenter plus en détail la démarche rare. Merci. Bonjour, donc je suis Camille, je suis coordinatrice de l'association Accueil Paysan en Bourgogne et donc depuis 1 an, j'anime et je coordonne la démarche rare. Donc la démarche rare, c'est quoi? C'est un travail d'animation du territoire et des acteurs de l'accompagnement de Bourgogne qui a pour objectif d'imaginer collectivement des solutions afin de renforcer l'accompagnement de porteurs de projets agri-ruraux innovants et de favoriser plus largement la création d'activités en milieu rural. On a choisi de mettre en place une méthode centrée sur l'usager et pour cela, on a été accompagné et soutenu par un collectif qui s'appelle DTA. Les constats à l'origine
du projet sont nombreux. Donc, tout d'abord, on constatait que les porteurs de projets étaient de plus en plus complexes et faisaient appel à des combinaisons d'activités variées, associant une partie agricole, une partie commerciale, de l'artisanat, de l'accueil. Et donc, du coup, avec des dispositifs d'accompagnement qui n'étaient pas toujours adaptés à ces projets-là. On a constaté aussi de nouveaux profils de porteurs de projets, des personnes qui étaient souvent plutôt diplômées, hors cadres familiaux, un public plus féminisé, avec des volontés d'installation, de création d'activités en collectif. On a pu constater aussi donc sur le territoire de la Bourgogne une inégalité territoriale des dispositifs d'accompagnement avec des territoires des bassins de vie où des dispositifs étaient très présents et d'autres territoires plus éloignés des grands centres où il y avait très peu de structures qui intervenaient. Sur le territoire de la Bourgogne, il y a aussi beaucoup d'acteurs et de structures, donc tout champ confondu, que ce soit du secteur de l'agricole, de l'ESS, commercial, qui accompagnent ces projets-là. Mais il n'y a pas de mutualisation et pas de coordination de ces acteurs. Il n'y a aucun espace où, jusqu'à présent, ils pouvaient échanger et travailler ensemble. Toujours dans les constats, la loi NOTRe a permis la mise en place de nouvelles compétences au sein de ces territoires, mais du coup, la loi étant assez récente, ces compétences ne sont pas toujours opérationnelles. Enfin, l'agriculture, on constate depuis plusieurs années une implication de plus en plus forte de la société civile dans les questions agricoles et d'alimentation. Et pour finir, le dernier constat qu'on a fait, c'est qu'on avait très peu de références et peu de suivi sur ces projets-là, notamment parce que le suivi est plutôt important sur les installations agricoles qui sont aidées, donc qui rentrent dans les statistiques. Mais lorsqu'il n'y a pas d'aide ou lorsqu'on est sur des projets à la fois agricoles et d'autres choses, on se rend compte qu'on n'a pas de référence et pas de recul. Donc, suite à ces constats, en 2017, du coup, on a construit et imaginé cette démarche rare qui a commencé à l'automne 2018. Donc, cette démarche, elle est portée par deux partenaires, donc Accueil Paysan Bourgogne. Donc, Accueil Paysan, c'est une association qui rassemble des personnes qui pratiquent de l'accueil touristique, pédagogique ou social en milieu rural, pour un statut d'agriculteur ou non, selon la taille de l'activité agricole. Et une seconde association, Semeurs du Possible, donc, qui est le réseau bourguignon des lieux-tests agricoles. Pour mener cette démarche, on a été accompagné et soutenu par un collectif de consultants qui s'appelle DTA et qui s'appuie sur le design pour repenser les politiques publiques et les services publics. Et notamment, leur objectif, c'est de replacer l'usager au centre de ces dispositifs. Donc, c'est cette méthodologie-là qui a été appliquée à l'ensemble de notre démarche. Donc, comme l'a dit Fiona tout à l'heure, on a bénéficié d'un financement dans le cadre du PEI, donc Partenariat européen pour l'innovation. Et donc, c'est un financement par le FEADER et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Notre territoire d'action, c'est l'ancienne région administrative de Bourgogne, parce que du coup, cette démarche a été imaginée peu de temps après la fusion en grande région Bourgogne-Franche-Comté, et parce que aussi nos champs d'intervention Accueil Paysan et Semeurs du Possible sont encore aujourd'hui à l'échelle de la Bourgogne. Du coup, c'était le territoire qu'on connaissait mieux, où on avait le plus de partenaires et où on souhaitait démarrer cette phase d'émergence. Pardon. Avant de rentrer plus dans le détail des étapes de la démarche, je souhaitais revenir sur ce qu'on entendait par porteur de projets agri-ruraux innovants. Donc, au démarrage de la démarche, derrière cette terminologie-là, donc on avait identifié donc des projets qui étaient plutôt très diversifiés, qui associaient des activités relevant de plusieurs champs, que du coup ça posait des questions de statut. Est-ce qu'on avait un statut agricole, commercial, artisanal?
Pour vous donner des exemples, donc là, ces portraits, c'est pas des personnes réelles, c'est des portraits types. Mais par exemple, un porteur de projet agri-ruraux innovant, c'est Juliette, qui souhaiterait créer une activité et produire des plantes aromatiques et médicinales, et en même temps pratiquer de l'accueil social. Ça pourrait être Vincent, qui est consultant en communication et qui est en cours de création d'une activité de reprise d'une exploitation de paysans boulangers. Ou encore Jeff, qui est maraîcher en permaculture, qui anime des ateliers pédagogiques et en même temps qui est formateur dans un centre de formation. Plus concrètement, la démarche, elle nous a permis de creuser un petit peu plus et de mieux qualifier qui sont ces innovateurs agri-ruraux. On a fait un travail d'enquête auprès de 14 porteurs de projets qui nous a permis de dresser quelques points saillants que je vais vous présenter et qui mériteraient d'être confortés quand même par des travaux d'études plus approfondis. Dans les personnes qui ont été enquêtées, les innovateurs agri-ruraux ont en moyenne 40 ans. Donc ça, c'est au moment de l'enquête. 85% d'entre eux ont créé leur activité suite à des reconversions professionnelles. La totalité des personnes qui ont été rencontrées étaient hors cadre familial et pour 80% d'entre eux, pas issus du territoire. Donc, ils sont venus sur le territoire au moment de la création de leur activité. 100% des entreprises créées sont diversifiées, donc composées de plusieurs activités en lien avec l'agriculture. Et pour 30% d'entre elles, l'entreprise est composée d'une autre ou de des autres activités non liées à l'agricole. Et 50% des ménages ou des familles sont plus réactifs. Les personnes rencontrées nous ont dit qu'entre le moment de l'idée et de la création de l'activité, 4 années s'étaient écoulées. Donc, pour revenir étape par étape à la démarche RA, donc c'est une démarche participative qui a eu pour objectif d'identifier les leviers et les freins à la création d'une activité agri-rurale innovante, atypique, de chercher collectivement des solutions, de tester ces solutions, éventuellement de les faire évoluer et de co-construire un plan d'action, des propositions de solutions qui pourraient être portées collectivement par des partenaires au sein du territoire Bourgogne pour être mises en place de façon opérationnelle. Pour mener à bien ce travail et sur la question de la gouvernance, le projet il a été piloté par un comité de pilotage qui était composé donc des porteurs de projets de la démarche, donc accueil paysan et semeur du possible. Ont été invités à participer les chambres consulaires, donc les 3 chambres consulaires et la CRES. Seule la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté a participé. La DRAF, le réseau rural régional de Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et l'association France Active Bourgogne qui nous a soutenus en termes de trésorerie pour la mise en place du projet. Et sur la partie plus opérationnelle, il y a un comité technique qui a été mis en place. Donc, la coordination du projet a été assurée par les 2 salariés des associations Accueil Paysan et Semeur du Possible. Et au sein du comité technique était aussi présent un collège qu'on a appelé les veilleurs experts. Donc, c'était des personnes qui avaient pour objectif de nous éclairer sur différents éléments. Donc, étaient présents des innovateurs agri-ruraux, donc un couple d'entrepreneurs qui avaient justement suivi ce parcours-là de création d'activités. Et puis, l'association Accueil Paysan Jura, qui est membre du pôle Impact Jura, et justement pour nous éclairer sur les initiatives et les actions qui étaient menées sur le territoire de la Franche-Comté. Les participants de la démarche donc, sont variés. Donc, au total, c'est 131 personnes qui ont participé aux différentes étapes de la démarche. Parmi ces 131 participants, certains ont suivi l'ensemble des étapes. D'autres étaient présents à une seule rencontre collective ou à un seul moment de la démarche.
35% des participants sont des agriculteurs, des entrepreneurs agri-ruraux et des porteurs de projets. 35% sont des acteurs de l'accompagnement, donc tous champs confondus, agricole, ESS, et des personnes intervenant plus dans le champ commercial ou de l'artisanat. 8% des participants sont des représentants d'institutions, des élus ou des chambres consulaires. 18% des participants sont de la société civile ou des citoyens. Et enfin, 3% des participants sont des chercheurs et des experts. Après une première étape de veille, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avait pour objectif de nous faire prendre connaissance des initiatives ou des projets, des actions qui étaient menées ailleurs, donc sur le territoire français ou sur le territoire européen, en lien avec notre thématique. L'objectif de ce travail-là, c'était de ne pas réinventer l'eau chaude et de s'inspirer de ce qui existait déjà et ce qui était fonctionnel sur le territoire ailleurs. Donc, suite à ce premier travail-là, on a entamé un travail d'immersion qui avait pour objectif de se mettre à la place des usagers. Donc, l'usager ici, c'est le porteur de projet, la personne qui crée son activité, et de réaliser un diagnostic sensible. Donc, ce travail s'est déroulé en 2 étapes. Il y a eu un premier temps collectif, donc sous la forme de rencontres à laquelle étaient invités l'ensemble des participants de la démarche, donc les accompagnateurs, les personnes en création d'activités, les entrepreneurs, des techniciens, des élus. Voilà. Ces rencontres, elles ont eu lieu dans 2 localités différentes du territoire Bourgogne afin d'essayer de toucher le plus de personnes différentes. Et elles ont eu pour objectif, donc à partir de portraits types d'usagers, de porteurs de projets, de reconstruire les parcours de la création de l'activité et d'identifier les leviers et les freins. À partir de ce travail-là, on a pu envisager et mettre en place la 2e étape de cette phase d'immersion, où là, ça a été plus un travail d'enquête qualitative et d'immersion auprès des usagers, donc à la fois des porteurs de projets ou des personnes qui avaient déjà créé leur activité et qui allaient nous raconter leur parcours, et des accompagnateurs. Donc, il y a 17 reportages qui ont été réalisés, ce qui représente 14 porteurs de projets enquêtés. Donc, lors d'un reportage, il y a plusieurs porteurs de projets qui ont pu être enquêtés et 8 structures d'accompagnement qui ont été rencontrées. Donc, concernant les structures d'accompagnement, c'est des structures originaires de plusieurs champs. Donc, il y avait à la fois des structures agricoles classiques, donc, par exemple les champs d'agriculture, le PAI, qui est le point de passage obligé dans la création d'une activité agricole, des associations, des structures du champ de l'ESS, un CFPPA, la CCI. Voilà, différents types d'acteurs pour essayer d'avoir des points de vue et des idées et des choses assez variées qui ressortaient. Et sur les porteurs de projets et leur profil, l'enjeu c'était aussi d'avoir un panel assez diversifié de porteurs de projets, donc diversifiés dans leurs activités, dans leur parcours, dans le type d'installation, si elles étaient individuelles, collectives, dans le statut qui avait été mis en place. Et puis dans le moment de leur parcours où ils en étaient. Donc, il y a des personnes qui étaient installées depuis plus de 5 ans et d'autres personnes qui étaient vraiment au démarrage de leur parcours de création d'activité. L'ensemble de ce travail a été réalisé par un groupe d'enquêteurs, donc d'acteurs de terrain qui se sont mis en position de recherche pour réaliser ce travail-là. Donc, c'est 8 enquêteurs qui ont réalisé ce travail-là. Et l'objectif, ça a été donc, chacun a réalisé un certain nombre d'enquêtes, puis une analyse collective a été faite qui a permis l'écriture d'un document et d'une synthèse. Suite à tout ce travail, on a pu identifier plus concrètement les besoins des porteurs de projets dans leur parcours de création d'activités agri-rurales.
Donc, un certain nombre de ces besoins sont communs à l'ensemble des porteurs de projets en création d'activités et d'autres sont plus spécifiques de ces activités agri-rurales innovantes. On a classé l'ensemble de ces besoins en 6 thématiques. La première thématique qu'on a identifiée, c'était des besoins autour de l'acquisition de compétences qui sont variées parce que du coup, il y a un grand nombre d'activités qui nécessitent des compétences différentes. Des besoins en termes d'acquisition d'expérience, des besoins dans l'élaboration, enfin, ces porteurs de projets ont besoin d'être accompagnés dans l'élaboration de leurs projets, qui sont des projets plus complexes, qui touchent à plusieurs champs et plusieurs domaines thématiques. Ces porteurs de projets ont aussi exprimé leur besoin d'être accompagnés dans le processus de la création d'activités où, du coup, sur le territoire de la Bourgogne, ils étaient obligés de faire appel à un grand nombre d'acteurs qui n'étaient pas toujours facilement identifiables. C'était compliqué d'avoir l'information auprès de ces acteurs-là. La 5e thématique qui a été identifiée, c'était le besoin de mieux articuler la vie professionnelle et la vie personnelle. Et enfin, la nécessité de se constituer un capital social. À partir de ces 6 thématiques, donc on est rentré dans une étape suivante qui avait pour objectif de chercher des pistes de solutions, de les co-construire, puis dans un second temps de les modéliser. Donc ce travail a été fait à nouveau lors d'un temps collectif qui s'est déroulé en avril dernier. Où les participants, la journée s'est déroulée en 3 étapes. Une première étape de remue-ménage où les participants, en lien avec les besoins identifiés, ont partagé un grand nombre d'idées pour répondre à ces besoins qui n'étaient pas satisfaits sur le territoire de la Bourgogne. Puis, il y a eu une étape plus de convergence afin de sélectionner un certain nombre d'idées qui paraissaient prioritaires, plus intéressantes ou innovantes. Et parmi ces idées, ce jour-là, chaque groupe de travail a modélisé et maquetté une idée en particulier. La dernière image, photo de cette diapositive, donc c'est une carte mentale de l'ensemble des idées qui ont été produites par les participants lors de cette journée de travail. Lors de ce travail-là, ce qu'on s'est dit, les idées, les solutions qu'on souhaitait revenir devaient répondre à ces ingrédients qui vous sont présentés. Donc, il fallait que les dispositifs proposés soient au service des usagers, qu'ils soient multi-acteurs, qu'ils soient innovants pour la région de Bourgogne. On souhaitait aussi qu'ils impliquent les usagers dans leur conception, leur fonctionnement et leur évaluation, qu'ils puissent être évolutifs, itératifs et ouverts à l'expérimentation. On souhaitait que ces dispositifs soient durables et résilients, et enfin qu'ils s'appuient, qu'ils améliorent, qu'ils amplifient ou qu'ils valorisent autant que possible des dispositifs existants. L'idée, c'était pas de réinventer ce qui existait déjà, mais bien de s'appuyer sur l'existant de nos territoires ou proposer de nouvelles choses s'il n'y avait rien de fonctionnel pour répondre à ce besoin. Camille, juste pour te préciser qu'il te reste 5 minutes de présentation avant qu'on passe aux questions. Ok, ça marche. Donc ensuite, on est rentré dans une étape de prototypage. L'idée, c'était de tester un certain nombre de ces solutions. Parmi les solutions qui avaient été travaillées, il y en a 3 plus particulièrement qui ont été retenues. La première de ces solutions, c'est une plateforme collaborative de l'entrepreneuriat agri-rural. Donc, la proposition, c'est de construire un outil numérique à destination des porteurs de projets et des accompagnateurs pour partager de la ressource, des études, pour cartographier et identifier les accompagnateurs, les porteurs de projets sur un territoire, et éventuellement pour avoir un espace de projet individuel ou un espace de travail collaboratif. Le test, ça a été le maquettage de ce que pourrait être cette plateforme-là. La seconde solution qui a été testée, c'est la mise en place de rendez-vous croisés, donc sur une journée au sein d'un CFPPA auprès de stagiaires du BPREA,
on a réalisé des temps d'accompagnement multipartenariaux pour les stagiaires du VPREA. Donc, il y avait une proposition d'installer un point de ressources spécialisé pour les projets agri-ruraux innovants au sein du centre de documentation du CFPDA. Et puis, la journée s'est déroulée en plusieurs temps. Un temps d'échange interprofessionnel entre structures le matin, entre structures d'accompagnement. Donc, 10 partenaires étaient présents, toujours tous champs confondus. Un temps d'accompagnement en binôme, donc deux accompagnateurs accompagnaient sur des temps très courts un porteur de projet, et un porteur de projet pouvait avoir de 1 à 3 rendez-vous dans l'après-midi. Et enfin, un temps plutôt de conférence autour de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle. On avait nommé ça « Bien vivre mon métier » avec un temps d'échange entre pairs. Et enfin, la dernière initiative qui a été testée, c'est ce qu'on a appelé un comptoir des initiatives agricoles, rurales et paysannes, qui avait pour objectif d'accueillir sur un territoire un porteur de projet pour qu'il puisse rencontrer les acteurs du territoire, les associations en place, les autres agriculteurs. Donc ça a eu lieu sur un territoire de Saône-et-Loire. Suite à ce travail-là et aux conclusions de ces différents tests, on a réadapté les propositions de solutions et ces différentes solutions ont été organisées en plan d'action, puis retravaillées à nouveau collectivement courant septembre pour être validées et bonifiées par l'ensemble des personnes qui avaient participé à la démarche. 4 axes sont ressortis de ce travail-là. Le premier axe, c'est la création d'un observatoire des innovateurs agri-ruraux, justement pour produire des références, mieux connaître qui sont ces innovateurs agri-ruraux, avoir un peu du recul sur ce que deviennent ces entreprises, comment elles vivent dans le temps. La création d'une plateforme de ressources pour diffuser justement les productions de l'observatoire et avoir un outil collaboratif à destination des porteurs de projets et des acteurs d'accompagnement. Tout un travail autour de l'accompagnement dans la capacité d'agir des porteurs de projets et une dernière action sur l'accompagnement des initiatives citoyennes, justement par la mise en place de ces comptoirs d'initiatives qui auraient pour objectif de soutenir et d'appuyer la mise en place d'initiatives citoyennes pour accueillir les porteurs de projets sur un territoire. Donc, pour conclure, un bilan qui est vraiment à chaud parce qu'on est encore en plein dans cette année de travail, c'est que pour les partenaires qui ont participé à la démarche, que ce soit des acteurs de l'accompagnement ou des porteurs de projets, des entrepreneurs, c'est que les constats et la problématique, elle est partagée et qu'elle est commune, qu'un grand nombre de personnes se sont mobilisées et qu'on a constaté un vrai décloisonnement entre des acteurs qui n'avaient pas d'habitude de travailler ensemble, voire qui ne se connaissaient pas. On a aussi noté l'enjeu et l'intérêt d'impliquer les usagers à chaque étape de la démarche, parce que finalement, c'est eux qui ont vécu l'expérience du parcours de création d'activités et que c'est très intéressant de les associer à toutes ces démarches de construction de propositions de solutions. Et enfin, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on constate que parmi les solutions qui sont proposées, il y en a un certain nombre d'entre elles qui sont en cohérence avec d'autres travaux nationaux qui sont en cours, et notamment la question d'une plateforme et d'un centre de ressources, qui est une préconisation de travaux qui ont été menés par le cabinet Terralim et Résolis, et aussi qui est une préconisation d'un travail qui a été mené par la coopérative Oxalis sur la région Bourgogne, la création d'un centre de ressources autour de la question de l'alimentation et de l'agriculture. Et pour conclure, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on sent une vraie volonté collective de poursuivre la démarche et d'expérimenter la mise en place des solutions co-construites, que le partenariat il va être élargi à d'autres partenaires qu'Accueil Paysan et Semeurs du Possible, et que les modalités sont encore à définir.
Et enfin, on souhaite vraiment co-construire une organisation qui permette l'implication des usagers, à la fois des porteurs de projets, des entrepreneurs agri-ruraux, et aussi qui puisse impliquer la société civile et les acteurs des territoires. Et comme point de vigilance, ce qu'on se note, c'est il va falloir dans la construction qu'on imagine réussir à faire lien avec d'autres initiatives locales et nationales en cours pour essayer de mettre des synergies en place. Et puis imaginer aussi notre action dans le temps, parce que quelle pérennité de cette action en cas d'arrêt de financement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse poser des questions si nécessaire. Merci. Merci beaucoup Camille pour cette présentation qui était très intéressante et pour le respect du timing. Je n'ai pas reçu de questions par chat, donc ce que je propose, c'est qu'éventuellement, si une première personne a une question, qu'il ouvre son micro et qu'il la pose, et éventuellement pendant les échanges, si d'autres questions émergent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions? Moi, j'ai une question, du coup, Anthony Auman, animateur du réseau rural Bourgogne-Franche-Comté. Camille, alors, est-ce que tu peux nous donner un peu de visibilité sur où en sont aujourd'hui les porteurs de projets accompagnés? Qu'est-ce que vous avez comme ceux qui sont accompagnés dans les démarches, finalement? Est-ce que ça permet de concrétiser, ou est-ce que vous avez un peu de stats là-dessus? Alors, du coup, en fait, le dispositif, les actions qui ont été menées, donc c'est au stade expérimental. Donc, les actions qui ont été réalisées, c'est celles que je vous ai présentées sous la forme de tests. Donc, les porteurs de projets qui ont été accompagnés, je vais essayer de vous remettre la diapositive, c'est dans le cadre des stagiaires qui étaient en BPREA, sous la forme de rendez-vous croisés. Donc, suite à cette action-là, on a réalisé une enquête pour avoir des retours de leur part. Pour eux, ce que ça leur a apporté, donc ça leur a permis de rencontrer des acteurs qu'ils connaissaient pas. Ils connaissaient les acteurs assez classiques du secteur agricole, mais il y avait d'autres acteurs, d'autres champs qu'ils connaissaient pas. Ça a permis de répondre à un certain nombre de leurs questions et sur un temps assez court, de rencontrer et d'avoir un premier contact avec un grand nombre de structures d'accompagnement qui seraient susceptibles de re-rencontrer plus tard pour mettre en place leur projet. Voilà. Et par rapport au comptoir des initiatives, où là aussi, il y avait des porteurs de projets qui étaient présents. Ça leur a permis de rencontrer des acteurs du territoire et des associations qui étaient en place, ainsi que des agriculteurs qui étaient en place. Par contre, du coup, c'est une action qui a eu lieu au mois de juin, et à ce jour, moi, j'ai pas de retour concrètement sur si ça a pu les faire avancer dans leur parcours, si ça a pu faire évaluer les choses. Voilà. On est vraiment quand même vraiment à chaud et dans le cœur de l'action, et on démarre tout juste la phase opérationnelle. Enfin, il y a ces tests qui ont été faits, et du coup, l'objectif d'une suite à cette démarche-là, c'est une phase justement plus opérationnelle, de tests plus sur du plus long terme, au moins sur une année d'accompagnement, d'un accompagnement différent de ces porteurs de projet. À ce jour, on n'a pas trop de recul. Ok, merci Camille pour cette réponse. Ça y est, on commence à avoir pas mal de questions. J'ai une première question de Christelle Cazot qui souhaiterait savoir comment intervient le réseau rural dans la démarche rare. Je ne sais pas si tu veux faire une réponse à ça, ou sinon c'est peut-être moi qui l'a fait. Oui, le réseau rural n'intervient pas sur l'accompagnement de la démarche rare, sauf aujourd'hui pour la valoriser.
Mais dans le réseau rural Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de, enfin, pas de dissociation, mais en tout cas, le PEI ne fait pas partie. Il est traité il est accompagné par Fiona, et il n'y a pas d'activité spécifique sur le PEI dans le cadre du réseau rural Bourgogne-Franche-Comté. Après, si vous avez des questions plus précises sur nos activités, je pourrais vous faire des précisions. Et il y a un animateur du réseau rural qui a participé au comité de pilotage, à la fois avec la casquette DRAF et réseau rural, qui était présent aux 2-3 comités de pilotage du projet. Voilà. Et je souhaite juste ajouter que le réseau rural national est quand même la structure qui anime le PEI, donc on est quand même en lien à ce niveau-là, au niveau national, en fait. Voilà. Est-ce que besoin de précision, ça vous va? Et sinon, donc Camille, on a une deuxième question. Est-ce que ce projet est en lien avec un éventuel PAT en cours ou à venir? Je ne sais pas, c'est Élodie Prévost du Bocage Bourbonnais qui pose cette question. Et si vous voulez préciser également, Élodie. Du coup, si je peux répondre, pour le moment, non, il n'est pas en lien avec un PAT. Il n'a pas été imaginé de cette manière-là, mais peut-être qu'effectivement, ce seraient des choses et des fonctionnements voilà, à imaginer. Ok, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui posent les questions par chat, à réagir aussi au moment de cette question. Donc j'ai une question également de Émilie Gender, mais je vais peut-être vous demander de la préciser oralement en allumant votre micro, qui souhaiterait avoir plus de précisions sur le comptoir des initiatives citoyennes. Donc Émilie, je ne sais pas si vous pouvez préciser ce que vous souhaitiez plutôt avoir comme information. Oui, Émilie, vous m'entendez? Bon, bah Camille, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question du coup de manière assez large par rapport à... Ouais. Ça marche. Du coup, le comptoir des initiatives agricoles, rurales et paysannes, c'était une proposition de solution qui avait pour objectif à la fois d'accueillir un porteur de projet, une personne en création d'activité sur un territoire, et de l'aider à se constituer son capital social. Donc l'idée, c'était l'entrée territoire. Donc c'est un temps de rencontre plutôt local, plutôt convivial, auquel sont invités les habitants, les acteurs du territoire, des associations, des militants, des agriculteurs, des personnes en activité, pour justement échanger, se rencontrer et parler des projets en cours ou à venir. Sur cette initiative-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'était sur ce territoire-là en particulier, la difficulté à identifier des porteurs de projets, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique foncière qui était assez importante sur ce territoire en particulier. Et donc, les personnes qui étaient présentes lors de ce temps d'échange-là ont surtout questionné l'attractivité de leur territoire pour un porteur de projet qui souhaite créer son activité. Et suite à ce travail-là, ce qui est ressorti, c'est que ce groupe de personnes, de citoyens, d'acteurs, d'entrepreneurs, souhaitaient avoir des éléments et avaient besoin de retours d'expérience sur des initiatives citoyennes qui auraient pu aider et soutenir l'arrivée de porteurs de projets. Donc, par exemple, ça a été évoqué comment on fait pour créer un club cigale pour soutenir un porteur de projet qui souhaiterait s'installer sur ce territoire-là. Quelles solutions citoyennes on peut avoir sur la question du foncier, etc., etc. Voilà, donc pour la suite et comme retour, pour nous, il nous semble important que lors de ces temps de rencontre-là, il y ait aussi des associations ou des personnes qui puissent parler et partager des expériences, des initiatives citoyennes qui existent, et que par ailleurs, on soit en mesure de diffuser à la fois des expériences,
éventuellement des petits guides pratiques sur comment on fait pour créer un club cigale, auprès de qui on s'adresse, sur quel territoire ça existe déjà et comment on peut contacter les personnes qui l'ont mis en place. Et donc, ces différents éléments pourraient faire partie de la plateforme de ressources. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte les précisions suffisantes. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il y a une question qui est sans doute un peu en lien avec ça. Une question de monsieur ou madame Jameau de Cap Rural sur le volet accompagnateur de projet. Quel type d'action on trouvait en fait sur ce volet-là? Sur Je ne sais pas si la personne peut peut-être préciser sa question éventuellement. ouais, Oui, bonjour, Jean-Philippe Jameau de Cap-Rural. Ben, la question, en fait, c'était... vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. J'ai un micro, donc. Ouais, ma question, c'était suite au travail de prototypage que vous avez travaillé sur la définition des quatre axes et des quatre actions que vous avez évoquées. Vous évoquez un axe accompagnement des porteurs de projet. Donc, je voulais savoir, en fait, derrière le terme accompagnement des porteurs de projet, ce que vous y mettiez, quoi. Oui, je n'ai pas détaillé pour ici. À la fois comme forme d'accompagnement, à la fois comme peut-être combinaison d'accompagnement entre les différents types d'accompagnateurs, etc. Enfin voilà, c'était ça la question. Oui, effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail pour essayer de respecter le timing. Mais du coup, on a envisagé 2 sous-parties dans ce travail-là. Et même le titre complet, c'était de cet axe-là, c'était accompagner dans leur capacité d'agir les porteurs de projet. Et du coup, il y a une première partie où on propose de travailler plutôt sur les accompagnateurs, à la fois que les différents accompagnateurs et structures qui interviennent se connaissent mieux, partagent une culture commune de l'accompagnement, et qui est un accompagnement aussi sur la question de la posture d'accompagnateur. Est-ce que du coup, on a une posture de conseiller, on répond à des questions, ou est-ce qu'on a une posture où on aide et on soutient le porteur de projet à se poser des questions pour que lui, il puisse avancer dans son parcours de création d'activité. Donc, c'est plutôt vers cette deuxième posture qu'on souhaitait s'orienter, sachant que le profil particulier de ce qu'on a constaté de ces porteurs de projets-là, c'est que c'est des personnes qui étaient très proactives dans leur parcours de création d'activité et que du coup, ils étaient en recherche de solutions et très autonomes du coup sur leur parcours. Donc, cette posture-là nous semblait mieux convenir. Et de l'autre côté, des actions plus en lien avec l'accompagnement direct des porteurs de projets, avec des actions du type de celle qui a été testée, donc des formats multi-acteurs de rendez-vous croisés qui pourraient être réalisés au sein de CFPPA, mais aussi pourquoi pas dans d'autres lieux à différents moments. Et puis différentes autres actions du coup sur l'accompagnement plus spécifique de ces porteurs de projets sur différentes thématiques en fonction des différents statuts, etc. Et puis du recueil aussi, tout un travail d'identification, de recueil d'expérience, de capitaliser l'ensemble de ces parcours et l'expérience de ces porteurs de projets, et notamment sur, par exemple, les questions de statut, pour pas à chaque fois réinventer tout le parcours si des solutions ont pu être trouvées d'une manière. D'accord. Merci. Merci Camille. En lien justement avec cette question du suivi des porteurs de projets, une question de Alexandra Dardillac, donc du PNR Pyrénées, qui dit qu'elle avait compris qu'il y avait une plateforme de suivi des porteurs de projets. Et est-ce qu'elle a été conçue, cette plateforme? Non, elle n'a pas été conçue. Le prototype a été dessiné.
Mais du coup, c'est un travail d'envergure et on n'avait pas les moyens de construire cette plateforme. L'idée, c'est que dans les travaux à venir, justement, il y a tout un travail de conception de cette plateforme, à savoir, comme je l'ai dit, cette question de plateforme de ressources, de centre de ressources, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui traverse pas mal de réflexions et pas mal de collectifs. Et du coup, on se questionne sur la nécessité de créer un outil qui pourrait être en synergie avec l'autre. Voilà. Et à savoir aussi que sur la construction de ces outils, plateformes, observatoires, va se poser toute une question sur la sécurité et la confidentialité des données. Donc, du coup, il y a pas mal de travail à réaliser par rapport à ça. Merci Camille pour cette réponse bien complète. Encore une autre question de la même personne sur comment vous impliquez la société civile en fait dans votre projet concrètement. Alors, concrètement, à ce jour, dans toute la phase d'émergence et du coup de construction de ces solutions, il y a différentes associations qui étaient présentes, des associations tous champs confondus, mais du coup en lien avec la thématique de l'alimentation, de l'agriculture. Et après, elle est impliquée plus particulièrement sur les actions autour du comptoir des initiatives agricoles, citoyennes et paysannes, où du coup, c'est la société civile qui sera vraiment motrice, si je puis dire, de cette action. L'objectif, c'est d'essayer de donner les clés pour que des actions et des comptoirs des initiatives puissent être réalisées en toute autonomie sur les territoires, donc avec un temps d'animation et de soutien voilà, au démarrage, mais qu'après, ces comptoirs puissent vivre d'eux-mêmes. Et juste pour compléter peut-être ma réponse, l'idée c'est aussi de les impliquer, enfin la volonté c'est aussi d'impliquer la société civile au même titre que les usagers, donc entrepreneurs et porteurs de projets, dans la suite de la mise en place des actions et donc d'imaginer une organisation et un fonctionnement où ils puissent être présents et partie prenante dans la mise en place des actions. Ok, merci Camille. La personne qui a posé la question, si elle souhaite réagir, hein, n'hésitez pas. Alors sinon, il y a une question d'Alexandre Correba de Beaune, l'agglomération de Beaune, qui souhaite savoir le coût de l'opération. Le projet a reçu un financement, le budget du projet est de 75 000 euros. Peut-être préciser, pour l'instant, c'est sur la phase d'émergence en fait de votre projet. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et la suite des différentes actions qui ont été présentées, du coup, le budget est en cours de chiffrage. Parce qu'il faut bien préciser que du coup, vous allez vous lancer dans une deuxième phase beaucoup plus opérationnelle de votre projet et que du coup, ça fera l'objet d'un nouveau dépôt de dossier pour la phase opérationnelle. Jean-Philippe, j'aimerais qu'après Ralette, est-ce que je peux me permettre Allez-y, parce qu'il n'y a plus d'autres questions par chat, donc allez-y, pas de souci. C'était simplement pour dire que, enfin, dans la suite de ce que vous nous expliquiez sur la suite qui va être donnée à votre projet, enfin, le partenariat autre, enfin, l'enrichissement de la démarche, etc., etc. Vous dire simplement que sur Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Cap-Rural, on a travaillé de longues années sur l'agri-ruralité, parce qu'on a mis un dispositif qui était un dispositif financé par la région qui s'appelait ELI, entreprise localement innovante. Donc simplement, voilà, vous dire, voilà. Et puis qu'il y a des choses qui se passent aussi, notamment autour de la question de la transmission des entreprises
agricole dans le cadre de l'agri-ruralité. Donc voilà, il y a un certain nombre d'expériences qui existent aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous transmettre quelques infos, quoi. Voilà, simplement. Avec plaisir. Oui, puis je tiens à préciser également en tant qu'animatrice du dispositif PEI, que vous connaissez peut-être pas tous très bien, l'objectif n'étant de faire naître des projets sur des territoires régionaux, mais en allant chercher des expériences et des compétences externes aussi. Donc des partenariats qui sont à l'extérieur de la région sont tout à fait envisageables et enfin, appréciés pour des projets de ce type. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore des dernières questions. Je n'en vois plus. Allô? Oui. Bonjour, je suis Catherine Longaret. Je fais partie de l'association CMT RICO et qui a sur son territoire essayé de demander aux élus d'aller vers plus de production locale. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la restauration collective et demandé aux élus qui font souvent appel à un organisme prestataire pour fournir les repas des restaurants scolaires d'avoir recours à de la production locale. Or, il n'y a pas de production locale suffisante parce que pas de foncier disponible. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure la démarche rare pouvait associer les élus et les aider à acquérir du territoire pour installer des maraîchers et les soutenir, parce que nous avons eu la réaction d'un ancien maraîcher qui nous a dit qu'en 2015, ils étaient 3 maraîchers sur le territoire et que désormais, il n'y en a plus parce que pas assez de soutien au niveau de l'achat. Et donc, c'est contradictoire parce que nous sommes devant le constat qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres de produits locaux. Donc, je voulais savoir comment la démarche rare pouvait accompagner les élus d'un territoire qui sont à la recherche de production maraîchère vraiment très locale et puis le débouché de ces produits. Ok. Je ne sais pas si c'était très clair, mais… Si. Et du coup, juste pour préciser, Catherine Longaret a participé à différentes étapes de la démarche rare et du coup a largement contribué à l'organisation des initiatives d'une des actions qui a été testée. Et du coup, pour répondre à cette question, dans les choses qui ont été déjà un peu évoquées collectivement, c'est que du coup, ce constat-là, il est partagé et on peut l'entendre pour d'autres territoires, d'autres localités. Du coup, par rapport, donc au-delà dans la proposition via la démarche rare, ce serait de mettre en place justement, dans un premier temps, ces comptoirs, des initiatives pour rassembler l'ensemble des acteurs, échanger collectivement et justement identifier les problématiques du territoire. Et l'idée, ce serait de pouvoir partager des expériences qui auraient fonctionné sur d'autres territoires et les faire essaimer au territoire où il pourrait y avoir des besoins. Du coup, via rare, ce qui se dessine un petit peu, ce serait cette mise en lien d'identifier là où ça fonctionne pour essayer de copier, amender, amplifier ce qui fonctionne quelque part sur un autre territoire. Et mettre en lien avec des structures ou des institutions qui accompagnent plus spécifiquement, par exemple, cette thématique-là. Est-ce
que ça vous convient comme réponse, Madame Monjaret? Oui, disons que je pense que par rapport à ce comptoir des initiatives, les personnes qui sont venues, une vingtaine, ont trouvé la démarche très très intéressante pour justement s'informer, se connaître. C'était le but du jeu. Et en fait, ils ont été demandeurs de reconduire cette initiative. Donc, bon, je ne sais pas si CRAR peut nous accompagner pour remettre en place cette initiative de façon plus pérenne, par exemple, je sais pas, une fois par saison, pour que peut-être on tisse quelque chose, on construise quelque chose et que ne pas forcément attendre la suite du processus là qui demande justement de produire un dossier, d'attendre du financement. C'était un petit peu ce que disait Camille Pratt quand elle disait quelle pérennité en cas d'arrêt de financement. Ben peut-être qu'on peut continuer malgré tout à se réunir et à aller chercher les aides sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais ça, moi, en ce qui me concerne, je suis un peu démunie toute seule. Oui, j'entends bien la problématique et je suis bien consciente voilà, de la situation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rééchanger. Et je crois que de manière générale, on est tenu par un calendrier administratif, institutionnel, qui fait qu'on demande un financement, on attend la validation pour mettre en place l'action. Du coup, je crois qu'on a partagé entre les participants et les futurs partenaires l'envie d'essayer de maintenir des types d'actions qui permettent de garder la dynamique et de continuer à créer du lien parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette année-là entre les différents participants et qu'il y a un enjeu à le faire perdurer jusqu'au démarrage opérationnel de ces propositions d'action. Donc, reproduire un comptoir des initiatives cet hiver ou au printemps peut faire partir des choses qui sont envisageables. D'accord. Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter. Oui. Bon, en tout cas, merci pour ces échanges. Moi, je suis très satisfaite avec vos dernières questions, de voir qu'il y a quand même, en tant qu'animatrice d'un dispositif, je vois qu'il y a des mayonnaises qui commencent à prendre et qu'il y a des dynamiques qui sont enclenchées et vraiment intéressantes pour les personnes sur le territoire. Donc, ça fait toujours plaisir. Il est midi, donc on va devoir arrêter cette webconférence. Donc, merci Camille pour cette présentation, pour cette réponse aux questions et merci à tout le monde pour votre présence, pour vos échanges. Je remercie